Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Aladdin, est-ce que vous saviez que ces films avaient des suites? Et des officiels en plus. Si vous ne les avez pas vus, c'est parce que c'est sorti directement en cassette et que c'est généralement très mauvais. Selon les notes d'IMDb, 18 des pires 20 films d'animation Disney sont des suites, mais est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on va explorer les bas-fonds du plus grand producteur de dessins animés du monde. On parle des 4 pires suites de Disney. Pocahontas 2, la suite qui a essayé de bien faire. Est-ce que vous vous souvenez du drama avec l'adaptation live de Mulan, comme quoi ça représentait pas bien le mythe chinois dont il était inspiré? Eh bien, Disney n'en était pas à son coup d'essai. C'est particulièrement le cas de Pocahontas, qui est normalement historique, une histoire vraie. L'histoire d'une amérindienne qui se serait liée d'amour avec un colon John Smith, la rencontre de deux cultures que tout oppose, réunies par l'amour, malgré les préjugés. C'est un mythe fondateur aux États-Unis, carrément enseigné dans les écoles. Sauf que tout ça, c'est historiquement faux. Une idée reçue véhiculée par les choix de Disney. En réalité, Pocahontas avait 12 ans et il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. Heureusement, on n'est pas sur YouTube. Elle a épousé un fils d'une autre tribu, puis s'est fait capturer, convertie de force et mariée à un certain John Rolfe. Elle est envoyée à Londres où elle meurt de la tuberculose ou d'une pneumonie à 22 ans à cause de la pollution de la ville. Bref, pas très gay et rien à voir avec le film. Du coup, beaucoup ont critiqué cette prise de liberté. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un deuxième film sorti en 98 qui colle un peu plus à la vérité historique. Je dis un peu plus entre guillemets parce que c'est clairement pas parfait. Après que les colons soient retournés en Angleterre, Radcliffe, le méchant du premier film, décide d'assassiner John Smith en le jetant du haut d'un pont. Déterminé à exterminer le peuple de Pocahontas, il convainc le roi d'envoyer tous ses navires les attaquer. Notre héroïne n'a qu'une seule solution, venir à Londres pour convaincre le souverain que son peuple ne sont pas des sauvages. Elle est aidée par un certain John Rolfe, mais aussi par John Smith qui avait juste simulé sa mort. Évidemment, c'est plus ou moins la même chose que le premier film, en beaucoup moins bien. Les deux personnages se méfient l'un de l'autre, puis tombent finalement amoureux. Oui, Pocahontas, comme en vrai, ne finit pas avec John Smith, mais avec John Rolfe. C'est le gros souci du film. On a du mal à voir Pocahontas avec un autre homme que John Smith. Genre, il s'aime à la folie dans le premier film, et là, il la lâche d'un claquement de doigts pour la laisser dans les bras d'un autre homme? Enfin, c'est l'histoire d'amour la moins crédible du monde. Le pire, c'est que à la fin, on a le droit à une scène de déclaration appuyée par tous les animaux qui ont visiblement vraiment envie qu'elle ken. C'est ultra glauque et c'est limite du forçage. Ce changement, il est juste là pour réagir aux critiques qui disaient que c'était pas assez réaliste. Bah dis donc, nanana, je suis critique de cinéma, je fais une licence à la Sorbonne. Mais le problème, c'est que la réalité historique, elle est tellement glauque, tellement pas Disney, qu'elle a quand même été ultra romancée. On perd donc à la fois les fans du premier qui aimaient le duo Pocahontas-John Smith et les critiques historiques qui sont toujours pas satisfaits. La Pocahontas de Disney avait le mérite d'être un beau symbole, une femme libre, fière qui se bat pour son peuple. Là, tout a été ruiné pour faire un peu plaisir à tout le monde, et donc à personne. Mais avant de continuer, est-ce que vous voulez regarder vos séries favorites partout et en toute sécurité? Pour ça, il y a NordVPN, notre partenaire pour cette vidéo. Un VPN, ça vous permet de changer votre localisation internet n'importe où dans le monde. Vous êtes en France? Hop, un clic et vous devenez américain ou japonais. Pratique pour contourner les restrictions géographiques et voir le catalogue Netflix, Crunchyroll, Prime Video ou Disney+, différent selon les pays. Personnellement, je recommande le Netflix canadien. Si vous aimez les super-héros, c'est là-bas qu'il faut aller. Cerise sur le gâteau, ça vous sécurise. En plus de l'antivirus intégré, vous devenez intraçable sur internet, invisible pour les gouvernements, les trackers web et les pirates. Indispensable en ces temps de troubles. Sur Cinématrash, on a une offre spéciale. Cliquez sur le lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur toutes les formules. Le tout avec 30 jours d'essai satisfait ou remboursé, 100% garantie. Parfait pour tester. Le bossu de Notre-Dame 2, la suite vraiment pas nécessaire. Le bossu de Notre-Dame, c'est un peu l'enfant boiteux de Disney. À sa sortie en 2002, la presse dénonce une adaptation honteuse de l'œuvre de Victor Hugo. Dans le livre, c'est sombre et désabusé, pas de happy end et une tuerie générale dont personne ne survit. Chez Disney, on saupoudre le tout de moraline. Les gargouilles font rire les enfants, Quasimodo est accepté par la société et Esmeralda finit avec Phébus. Restent les thèmes brutaux de l'oppression des tziganes et des handicapés qui ont bien fait bader les enfants de l'époque. Malgré tout, avant même que le premier film ne sorte, un deuxième volet était déjà en préparation. Sorti en vidéo en même temps, comme beaucoup de suites Disney, il n'est jamais passé par la case cinéma. On a quand même une grosse équipe derrière avec un générique de fin assez long, mais la prod a tout fait pour être rentable et a surtout sous-traité dans pas mal de pays comme le Japon. À l'époque, c'était pas un gage de qualité, loin de là.
Autant vous le dire direct, c'est le Disney le plus mal noté sur IMDb, 4,6 sur 10. Et encore, c'est gentil. Un peu moins d'une dizaine d'années après la fin de l'histoire, Quasimodo se sent seul. Phébus et Esmeralda sont mariés, ont un enfant, et même les gargouilles ont des prétendants. Jusqu'à un jour où Quasimodo rencontre une jeune fille dont il tombe fou amoureux. C'est bien parti, sauf qu'elle est aux ordres d'un grand méchant, un magicien qui veut voler la plus belle cloche de la cathédrale. Allez, moi je reviens, je vais réanimer les fans de Victor Hugo. Bon, ne vous inquiétez pas, le love interest est bouclé en 10 minutes. Elle tombe amoureux de Quasi et ils battent le méchant, c'est super, ça finit trop bien, youpi! Tout est rushé et ça manque vraiment de profondeur. En même temps, ça ne dure qu'une heure, ce qui en fait l'une des suites Disney les plus courtes. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est un problème récurrent dans presque toutes les suites, c'est terriblement moche. Il y a un vrai problème dans l'animation, c'est plat, les couleurs sont insipides, il y a rarement d'ombrage et en plus, c'est mal animé. Chaque arrêt sur image, on dirait un extrait d'une YouTube Poop de 2006. Au secours! Dites-vous que dans ce film, Esmeralda a les yeux bleus, alors que dans le premier, ses yeux sont d'un vert pétant. Je comprends même pas comment c'est possible d'en avoir autant rien à foutre. Et c'est le même réalisateur que Pocahontas 2. Alors une fois, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est un complot! Heureusement, on retrouve le thème de l'acceptation de soi et qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Mais le méchant est sans nuance, il a aucun but, aucune histoire, il veut de l'argent et c'est tout. Alors que Frollo, même s'il était froid et cruel, il avait de vraies motivations profondes, compréhensibles bien qu'intolérables. C'est ça le charme du premier. Rox et Rookie 2, les suites qui ne servent à rien. Quel est le point commun entre Le Roi Lion et Bambi? C'est simple, au milieu, il y a des ellipses. En gros, on nous cache toujours une partie de la vie du personnage durant laquelle il devient plus grand et plus fort. Du coup, beaucoup se demandent qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps. Par exemple, est-ce que vous aviez toujours voulu savoir ce qui se passait avant que Bambi ne devienne grand? Non? Vraiment? Vous êtes sûr? En tout cas, la réponse, elle est dans le deuxième film. On appelle ça un Mitkel, et on en a eu pas mal, plus ou moins bien réussi. C'est bien, c'est sympa, sauf que malheureusement, il y a rarement beaucoup d'enjeux. On sait très bien que les personnages vont survivre, parce qu'on les a déjà vus dans le futur. C'est ce que le public reprochait par exemple à Tarzan 2, plein de péripéties qui s'enchaînent, mais à aucun moment on a peur pour le héros. Après, tous les Mitkel ne sont pas mauvais, certains ont réussi leur pari, comme Bambi 2, que j'adore personnellement, qui raconte la vie du personnage juste après la mort de sa mère. On est très loin de la qualité du premier, mais c'est beau, les chansons sont plutôt cool, et ça permet vraiment de créer un lien entre Bambi et son père, tout en montrant d'autres personnages absolument pas introduits dans l'original. On a aussi le Roi Lion 3, qui parle du quotidien de Timon et Pumba, et un peu du passage de Simba chez eux. Mais il y a aussi des Mitkel qui sont vraiment pas bons. Le pire, c'est Rox et Rookie 2. Dans le premier film, on suivait l'amitié improbable d'un chien de chasse et d'un renard. On les voyait grandir, affronter plein d'obstacles, c'était fort, tragique, et même super triste par moments. Dans le deuxième film, par contre, l'histoire se déroule durant la jeunesse des deux personnages. En gros, Rookie n'arrive pas à être un bon chien de chasse. Il est complètement déprimé jusqu'à ce que Rox lui propose de se rendre à la foire. C'est là que, par hasard, Rookie rencontre un groupe de chiens hurleurs. Il se met à chanter avec eux et découvre qu'il a un vrai talent pour ça. Petit à petit, il va de plus en plus s'investir dedans tout en délaissant son amitié avec Rox pour accéder à la célébrité. C'est un peu la morale du film, l'amitié doit être plus forte que l'appel des projecteurs. Ça aurait pu être sympa, mais non. En fait, Rox et Rookie, c'était déjà un dessin animé plus ou moins là-dessus. Comment des gens qui ont été élevés pour se détester peuvent finalement devenir les meilleurs amis du monde. Du coup, lorsqu'on arrive devant le deuxième film et qu'on les voit sur le point de briser leur lien parce que Rookie veut aller chanter dans une foire, c'est ridicule, on n'y croit pas. Sans compter qu'il se passe rien dans le film, ça n'apporte rien à l'histoire. Pour pallier à ça, on a droit à un maximum de chansons. 8 en 1 heure, c'est beaucoup. Heureusement, elles sont pas si mauvaises, et bon, c'est dans le thème. Il faut s'attendre à ça, et à beaucoup de suite de gags à la Looney Tunes pour faire passer le temps. Après, je vais être honnête, j'aimais bien ce film quand j'étais enfant. Je me souviens que je le regardais très souvent, comme beaucoup de suites Disney d'ailleurs. Il a même quelques bons points, comme l'animation qui est franchement pas mauvaise. Même les chansons ne sont objectivement pas si terribles. Mais si on compare à d'autres classiques Disney, c'est vraiment pas nécessaire. Cendrillon 2 et La Belle et la Bête 3. Vous êtes déjà forcément un jour tombé sur une série d'animation Disney à la télévision. Aujourd'hui, par exemple, il y a La Garde du Roi Lion, racontant l'histoire de Kion, le plus jeune fils de Simba. C'est pas le Roi Lion 3, juste une autre suite, ça dure 74 épisodes dans lequel on suit les aventures de nouveaux personnages et certains qu'on connaît déjà. Ça existe depuis un moment. Vous vous souvenez peut-être de la série Timon et Pumba diffusée au milieu des années 90. Ça a super bien marché. C'était un peu cheap, mais les gens adoraient. En plus récent,
temps, il y avait aussi la série Cusco et celle sur Réponse, que j'aime personnellement beaucoup. Disney ne s'est alors pas du tout gêné pour en produire d'autres, sauf que beaucoup d'entre elles n'ont jamais vu le jour. Trop de coûts, pas assez de potentiel, pour ne pas les perdre, ils ont choisi de les regrouper et d'en faire des films. Atlantide 2, Cendrillon 2, La Belle et la Bête 3, Cusco 2, tous sont des projets de séries mis au placard. Comment les reconnaître? Ils sont tous simplement découpés en 3 petites histoires distinctes. Difficile de juger lequel est le moins bien, ils sont tous mauvais. Payer 20 balles pour se retrouver avec ça, t'es mal à taille des rats. On voit souvent des images de La Belle et la Bête 3 sur le net pour montrer la laideur de l'animation, vous connaissez probablement cette image. Dites-vous que le film est entièrement comme ça. Une honte. En plus, l'image est complètement saccadée, on dirait du 12 FPS. C'est pas votre lecteur qui bug, le film est vraiment comme ça. La bonne soirée diapo de chez mamie. Et c'est même pas le seul problème. Elle est gentille avec la bête alors que l'histoire se déroule avant la fin du premier, quand elle est séquestrée chez lui. Dès qu'il lui hurle dessus, elle le prend plutôt bien. Tout l'inverse de ce qu'on nous a montré précédemment. Une autre qui m'a marqué dans ce genre, c'est Cendrillon 2. D'ailleurs, ils se sont même pas foulés, lui et La Belle et la Bête 3 ont carrément une chanson qui s'appelle pareil. Un présage de qualité. 3 petites histoires racontées par les souris. La première, c'est tout simplement la vie de château de Cendrillon. Pourquoi pas? Dans la deuxième, l'une des souris souhaite devenir humaine, donc la fée la transforme. Enfin la dernière, c'est juste l'histoire d'amour de la sœur de Cendrillon avec un boulanger. Chaque histoire a la même morale, rester fidèle à soi-même. Bon d'accord, mais au bout d'un moment, on a compris. Je me suis souvent posé une question en regardant ce film, est-ce que la fée a des pouvoirs illimités? Dans le premier Cendrillon, la règle des minuit m'avait fait croire que ses pouvoirs ne pouvaient pas durer éternellement. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, c'est normal. Sauf qu'ici, il y en a plus. Par exemple, elle transforme la souris en humain pour toujours. Bon, à ce stade, elle s'est carrément pris pour le génie d'Aladin. Après, ça reste quand même un peu mieux que La Belle et la Bête 3, et en série, je pense que ça aurait peut-être pu marcher. Mais visiblement, ça rapportait plus d'argent de vendre les 3 ensemble. 2 millions de budget qui en ont rapporté 120 millions, soit 160 fois plus. Bon ok, le cinéma c'est de la merde, moi je me casse. Heureusement, il y aura un 3e film bien meilleur, toujours pas à la hauteur du premier, mais qui rattrape un peu la catastrophe du deuxième. Dedans, la demi-sœur de Cendrillon pique la baguette magique de la bonne fée et change complètement le cours de l'histoire. C'est elle qui se marie avec le prince et Cendrillon va devoir y remédier sans la magie. C'est plutôt drôle et l'idée est moins terrible que d'habitude. Pourquoi les suites Disney sont si mauvaises ? Vous ne vous êtes jamais demandé comment un aussi gros studio pouvait contribuer à sortir des films aussi mauvais? Malgré tout leur empire et tout leur argent, leurs suites sont presque toujours nulles. Pourquoi? Pour avoir la réponse, il faut remonter en 95 lorsque Disney décide de sortir une série sur leur dernier classique d'animation, Aladdin. Pour vendre le projet, ils doivent réaliser un pilote, une sorte d'épisode test. Le studio se met au travail et finit par sortir une VHS sous le nom du Retour de Jafar. Ça, vous le connaissez peut-être, c'est le fameux deuxième film Aladdin. C'est un succès fou. 300 millions de dollars récoltés dans le monde. C'est juste énorme. C'est plus que ce qu'a rapporté Hercule à sa sortie cinéma. Ça, c'est dû à la marque Disney qui a toujours su assez bien jouer sur sa vente de produits vidéo. C'est une valeur sûre, on voit que c'est eux, on achète. Le souci, c'est que à ce moment, Disney se rend compte d'une chose. Puisque de toute façon, les gens achètent, produire à faible coût peut rapporter des millions. Presque autant qu'un film de cinéma, mais en beaucoup moins cher. C'est de là que naissent les suites Disney. Sous-traités aux 4 coins du globe, le studio le plus connu, c'est celui en Australie. En gros, le meilleur parmi les pires. La plupart du temps, quand une suite Disney vous paraît plutôt bien dessinée, c'est qu'elle a été produite là-bas, comme Rox et Rookie 2 par exemple. Par contre, si ça ressemble au Bossu de Notre-Dame 2, c'est que la production a été sous-traitée dans plusieurs pays, comme le Japon ou le Canada. Ces films sortent presque toujours en direct vidéo, à quelques exceptions près, comme Le Livre de la Jungle 2, Peter Pan 2 ou voire Bambi 2 en France. On raconte que dans les années 90, lorsque le studio était au plus mal financièrement, c'est l'argent des suites qui a permis de sauver les meubles. Sans elle, peut-être que Disney Animation n'existerait plus. Finalement, en 2008, peu après le rachat de Pixar, tout ça prend fin. La raison, c'est surtout la chute des ventes de DVD. Le streaming, ça prenait de plus en plus de place et l'entreprise voyait ses profits s'effondrer. La dernière sortie en direct vidéo, c'est Le Secret de la Petite Sirène, la 28e suite, dont 25 direct DVD en France. Aujourd'hui, des suites, on en a encore, La Reine des Neiges 2, Le Monde de Ralph 2, mais même si elles sont pas terribles, c'est loin d'être les catastrophes dont on vous a parlé. En plus, aujourd'hui, on a aussi les remakes en live action.
Frozen, Le Roi Lion, Dumbo, Aladdin, ça et les films qui sortent directement sur Disney+, c'est la nouvelle formule magique. En tant que cinéphile, c'est facile d'être outré en voyant Disney rouler ses licences dans la boue et les presser jusqu'à la dernière goutte pour en tirer le dernier billet vert. Mais en même temps, il y a un public pour ça. Malgré les critiques, le remake du Roi Lion a amassé 1,6 milliard de dollars. C'est le 7e meilleur box-office du cinéma. On pourrait dire que c'est du cinéma d'attraction. Beaucoup de gens ne veulent pas forcément toujours voir des films incroyables, ils veulent se détendre devant quelque chose qu'ils connaissent. Ayant adoré ça étant enfant, j'ai une petite tendresse pour eux malgré leur mauvaise qualité. Malgré tout, ces suites, ces spin-offs, ces remakes, c'est une manière de se replonger dans les histoires de nos personnages préférés. Et ça, c'est déjà quelque chose. Encore merci à NordVPN de soutenir nos vidéos. N'hésitez pas à aller sur le lien en description pour découvrir leur offre, ça aide grandement la chaîne. Sur ce, c'était Théromique et Elnox, merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine.